Bonsoir et bienvenue à votre magazine Bosso l'économie. C'est parti pour ce soir, un nouveau numéro pour une nouvelle thématique. Vous êtes nombreux à nous suivre. Merci de votre confiance, merci de votre fidélité. Vous nous avez témoigné votre fidélité à travers YouTube, notre plateforme, et nous en sommes fiers. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique très importante avec aussi un invité. C'est pour la première fois qu'il participe dans cette émission. Vous êtes très nombreux à travers le monde, à travers le pays et aussi dans les fins fonds de la RDC. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission. Maître Trésor Kapoukoumori, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes gouverneur honoraire du Kasaï central et puis membre aujourd'hui du conseil d'administration de la RVA. Avant, vous avez été plusieurs fois ministre au gouvernement de transition. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est aussi un honneur d'être sur votre plateau. Mesdames et messieurs, le chef de l'État a lancé le week-end dernier les travaux de construction et modernisation de la route Kalamba-Mbouji, ces corridors qui donnent une ouverture au Kasaï central vers l'Angola et pour aboutir au port de Lobito, un port qui pourra vraiment ravitailler la province du Kasaï central et toutes les autres provinces qui lui sont environnantes. Nous allons en parler dans cette émission. Maître Trésor Kapoukoumori, qui était à l'époque l'initiateur de ces projets, et aujourd'hui il a accepté quand même de vouloir donner un éclaircissement sur ce projet, comment ça a fonctionné, comment ça doit fonctionner et quels sont les avantages que le peuple kassaïen ou centre kassaïen entendent aujourd'hui. Ça doit apporter aussi quoi à la RDC et à toutes les autres provinces qui sont environnantes au Kasaï central. Mesdames et messieurs, à vous également, bienvenue à cette émission. Je l'ai dit tantôt, le chef de l'État a lancé au Kasaï central lors de sa visite du 10 septembre dernier les travaux de construction et modernisation de la route Kananga-Kalamba-Mbouji, cette route qui sera asphaltée pour donner une ouverture du Kasaï central vers l'Angola et pour aboutir au port de Lobito, l'un des ports qui pourront ravitailler le Kasaï central. Quels sont les avantages qu'apportera ce projet et qui en seront bénéficiaires? Nous en parlons dans cette émission avec vous, Maître Trésor. Vous avez été initiateur du projet Kananga et Kalamba-Mbouji, bien sûr. Vous l'avez initié à l'époque où vous étiez gouverneur du Kasaï occidental avant démembrement. Aujourd'hui, quand vous voyez le projet être lancé par le chef de l'État, alors je me pose une question à l'esprit. D'où vous était venue cette idée-là de concevoir pareil projet? Merci, je commencerai par vous remercier de pouvoir me faire honneur de me recevoir sur votre plateau. Mais aussi vous signaler, vous traduire le sentiment que j'ai profondément lorsque je vois que l'ensemble de la République aujourd'hui accourt au chevet de ce grand projet intégrateur pour le grand espace Kasaï vers les corridors internationaux du commerce qui est l'océan Atlantique d'un côté et l'autre corridor avec la possibilité qu'il y a avec notre appartenance à la SADC, c'est-à-dire le corridor de l'océan Indien. Cela permettra à ce que cet espace puisse prendre vie. Et là, c'est vraiment un honneur pour moi et un bonheur aussi de voir qu'on a pu concevoir quelque chose, mais aujourd'hui, ça prend effectivement forme et ça va se consolider. Bravo à tout le monde et merci à l'autorité suprême et à l'ensemble du gouvernement. Ainsi aussi, bravo et beaucoup de courage à notre gouverneur qui est localement sur les lieux et qui a compris l'intérêt pour relayer ce flambeau qui puisse amener la lumière et l'éclaircissement dans le développement de l'ensemble de notre juridiction, mais aussi, comme c'est un très grand projet intégrateur, économique et social pour l'ensemble de l'espace Kasaï, c'est-à-dire au centre de la RDC. Vous étiez gouverneur, vous pouviez peut-être vous contenter du lait à la tête de la province, mais vous n'êtes pas resté là. Vous avez quand même songé à concevoir un projet.
Comment vous êtes parvenu? Vous avez consulté quelqu'un avant, ou soit c'était un projet que vous aviez en tête avant d'accéder au pouvoir, ou c'était arrivé comment? Et effectivement, on ne se réveille pas un matin et comme ça. Avant d'être gouverneur, j'étais élu de la ville de Kananga. Okay. Et comme tout acteur politique, je réfléchissais qu'il fallait faire. Parce qu'au fait, la ville de Kananga, la province du Kasaï occidental à l'époque, souffrait d'une grande maladie, l'enclavement. Comment le sortir de l'enclavement? Et avec notre petite expérience et les échanges qu'on a et les informations, je me suis réalisé que à l'Est, parce que j'ai passé un bon moment de ma vie à l'Est, que malgré que nous sommes en situation d'hostilité et de presque quasi-belligérance avec les autres États d'à côté, on n'a jamais fermé les frontières. Et qu'économiquement et socialement, cela apporte un plus à la population là-bas. Tandis que quand moi je suis arrivé comme gouverneur au Kasaï occidental, il n'y avait plus de guerre au niveau de l'Angola, où il n'y a jamais eu guerre ouverte entre la RDC et l'Angola. Alors pourquoi, alors qu'on est à moins de 1500 km de l'océan Atlantique, on ne sait pas profiter de cela et on est resté demeuré tributaire de l'approvisionnement, oui, par l'océan Atlantique, en passant par, en traversant pratiquement tout le Congo, c'est-à-dire en important par le port de Matadi ou de Boma, ou sinon, il faut se retourner pour s'approvisionner à partir de l'Afrique du Sud ou de Mombasa. Et cela faisait énormément de distance et ça a une incidence réelle sur le coût de la vie. Or, dans notre province, nous n'avons pas d'industrie manufacturière. Donc, tous les besoins de première nécessité viennent de l'importation. Ce qui fait que lorsque l'accessibilité est difficile, le coût de ces biens manufacturiers augmente. Et cela amenuise les efforts de la population qui n'a pas des grandes structures industrielles, mais qui ne vit que pratiquement de l'agriculture. Et en cherchant et en réfléchissant, comme gouverneur, et à l'époque, je pense avoir, avant d'être gouverneur, après les élections, j'ai dû discuter avec les uns et les autres, et j'ai compris qu'il fallait utiliser notre position pour demander au gouvernement central de nous libérer ce passage-là. Parce que ce passage-là existait. Mais bloqué par la situation de guerre qu'il y avait en Angola. Or, la guerre en Angola est terminée depuis 2002. Et moi, je suis devenu gouverneur en 2007. En début 2007. Donc, 5 ans après, je ne pouvais pas comprendre que ma population ne puisse pas bénéficier des avantages de la connexion avec le circuit du commerce international. Tout le monde sait que l'océan Atlantique a été un grand corridor du commerce international depuis des siècles. Alors, pourquoi nous, on n'était qu'à 1500 km et qu'on ne savait pas accéder à ces facilités-là? En plus, de l'autre côté de l'Angola, c'est presque 1000 km de route asphaltée. Donc, on ne pouvait pas souffrir parce qu'on avait moins de 400 km, ou moins de 300 km. Et lorsque je regarde, et ça je vous inviterai aussi à inviter tous les autres téléspectateurs, lorsque vous regardez la capitale provinciale du Kasaï occidental d'antan et aujourd'hui le Kasaï central, Kananga, par rapport au contact avec la haute mer, en RDC, c'est pratiquement la 3e capitale provinciale qui serait proche de la haute mer après Matadi et Kinshasa. Okay. Alors, si on est 3e près de la haute mer, mais on est dernier en termes des bénéfices, des avantages qu'offre la haute mer comme étant couloir du commerce international, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et lorsqu'il fallait voir, j'ai essayé de réfléchir. Quand je suis passé gouverneur, j'ai réfléchi avec
mon équipe, j'ai saisi, j'ai conçu, il fallait ouvrir et nous connecter. Pas cette fois-là pour aller avec des vélos, et pour tirer réellement profit de notre proximité avec la haute mer. Donc, il fallait réfléchir comment ouvrir la route, comment construire les ouvrages en termes de ponts pour être capable, le projet, c'est un projet, tout ce qui est prévu, c'est être capable de prendre tout ce qu'il y a comme marchandises au port de Lobito ou de Luanda, les amener jusque chez nous, directement, c'est-à-dire des camions qui peuvent tracter 2 conteneurs de 40 pieds au même moment. Donc, il faut des ouvrages conséquents. Et à l'époque, l'économie ou les finances de la République ne nous permettaient pas, surtout comme province, il fallait réfléchir et essayer de mettre le coup dans le coup le gouvernement central. Et j'ai saisi le gouvernement à l'époque, et le gouvernement a accepté de l'inscrire dans le programme du gouvernement. Et c'est ce qui a fait que vers 2009-2010, on est allé et participer, on a inscrit dans les travaux de la commission mixte Angola-RDC pour essayer de voir obtenir toutes les autorisations en attendant que nous puissions arranger de notre côté. Les choses étant ce qu'elles étaient, je suis parti, et c'est le travail de l'État. Et c'est pour ça que je dis que c'est un honneur et un bonheur pour moi de voir aujourd'hui qu'après moi, tout le monde a compris l'intérêt et tout le monde s'est accroché. Et aujourd'hui, l'ensemble de la République, le président, le gouvernement et tout le monde veut mettre du sien. Pourquoi? Parce que avec cette connexion, l'espace Grand Kassai, le centre de la RDC, sera directement connecté au commerce international. On n'aura pas besoin d'aller à gauche ou à droite. Directement. Quelqu'un peut quitter Lodja, arriver à Kananga ou à Mbuji-Mayi, prendre la route, parce que à partir de Luiza, là où il y aura la connexion, il y a la possibilité de faire frontière Kananga, atteindre Mbuji-Mayi par Mukamba, ou sinon atteindre Mbuji-Mayi en passant par Kamiji Monelitu et descendre sur Mbuji-Mayi. Donc, cela indique qu'on peut partir par véhicule de ces différents points pour atteindre le Cap en Afrique du Sud. Donc, demain, je pense qu'avec ce que le président venait de faire, et si le gouvernement essaye de l'appuyer pour la réalisation, et la vie sera mieux, même 10 fois meilleure que ce qu'elle est aujourd'hui. Et tout ça, c'est au bénéfice de notre population. Projet Kananga Kalamba Mbuji, un projet intéressant, salutaire pour la province du Kasaï central et d'autres provinces. Alors, à votre époque, lorsque vous l'avez conçu, est-ce que vous avez prévu pour passer par Kalamba Mbuji ou c'était pour Monyamboul? À l'époque, et dans les dossiers de la commission mixte, j'avais prévu 4 sorties. 2 sorties pour l'ex-district de la Loua, actuellement Kasaï central, c'est-à-dire Monyamboul et Kalamba Mbuji. Pourquoi Kalamba Mbuji? À l'époque, et j'ai mis l'accent surtout sur Kalamba Mbuji, parce que Kalamba Mbuji est au fond, à 70 km de Monyamboul. Disons, Monyamboul est au fond à 70 km de Kalamba Mbuji. La portée et la traversée. Monyamboul, c'est 220 mètres de traversée et un relief qui coûterait moins cher pour jeter un pont, parce que je ne voyais pas ce qu'il y a aujourd'hui sur Kalamba Mbuji. C'est un pont de secours, c'est un pont flottant. Il ne peut pas, un camion bien chargé et avec conteneur ne peut pas y aller. Moi, la conception est là. Et je vais essayer d'aider pour écairer ceux qui suivent la réalisation. C'est de donner à l'espace Grand Kassai un port sec du genre Kasumbalesa. C'est là la conception. Donc, je devais trouver un endroit qui
faciliterait l'érection d'un pont de gros gabarit pour permettre à ce que tout ce qui sort, qui part de l'océan, arrive directement au Congo et dans la province du Kasaï central. Au lieu de venir comme aujourd'hui, on dépote de l'autre côté de l'Angola, à Kalamambouji, on fait traverser par petits lots sur les ponts flottants parce qu'il ne peut pas prendre de gros tonnages, et on recharge lorsqu'on est sur le territoire congolais. Tandis que si on suit en termes, parce que la portée de Kalamambouji aujourd'hui, c'est plus de 350 mètres de portée distance, et en profondeur, c'est beaucoup plus profond. Tandis que de l'autre côté du Moniamboulou, c'est pendant la saison sèche, comme maintenant, les gens vont de part en part à pied. Ils traversent les petits ruisseaux et ils vont à pied. Et notre objectif était de chercher le point presque de jonction d'une frontière naturelle, oui. Là où on pouvait facilement passer sans obstacle, et permettre. Et sur notre frontière, les plus de 200 et quelques kilomètres avec l'Angola, à part l'autre côté, aujourd'hui dans la province du Kasaï, parce que du côté du Kasaï, on avait prévu les accès au point Kapelekese, comme on l'appelle aujourd'hui Kamako, communément appelé Kamako, et Kanzaji. Il n'y a que ces coins-là qui n'ont pas des obstacles naturels, okay. Ouais, pour accéder dans l'ex-province du Kasaï occidental. Et aujourd'hui, c'est pratiquement c'est la province du Kasaï. Donc, à ce jour, on avait, tel que prévu dans le grand projet, il y a 4 entrées dans l'espace Grand Kasaï, vers là, parce que Kapelekese, Kamako et Kanzaji vont directement sur Luanda. Tandis qu'à Luiza, de l'autre côté, dans le Kasaï central, il y a Kalamambouji et Moniamboulou qui, eux, sont axés directement sur le port international de Lobito. Ah, donc le 4 sorties, mais à ces jours, on n'exploite qu'une seule sortie. Une seule sortie, celle de Moniamboulou, non, celle de Kalamambouji, avec un pont flottant. Donc, l'incidence économique ne se fera pas faire sentir réellement, tel qu'on l'avait prévu. Mais c'est déjà quelque chose de positif, parce que là où, à l'époque, quand j'avais conçu, le sac de ciment oscillait entre $45 et $50, et déjà avec cette facilité d'aujourd'hui, le sac de ciment, déjà avant Covid, tournait autour de $20. C'est déjà quelque chose. Et demain, si on finalise, on aura un sac de ciment à moins de $10 comme partout ailleurs. Donc, c'est un plus. Donc, la reconstruction et la construction de la province va prendre une allure qu'on voulait la donner. Pour l'ensemble du projet, vous aviez prévu combien de fonds pour l'exécution? Le projet, ça, c'est seulement pour les ouvrages de communication en termes d'infrastructure et de ponts. Et on oscillait autour de 30 millions. De 30 millions de dollars, parce que non seulement il y a le pont principal qu'on avait prévu, mais il y a aussi des ponts à jeter sur quelques rivières, au moins 3 ou 4 rivières autour de la province. Mais là, il faudra intégrer maintenant, comme il faut asphalter, le kilomètre linéaire en termes d'infrastructure tourne autour de presque $1 million. Donc, avec presque 300 km, donc le projet coûterait à la République près de 330 ou 350 millions de dollars. C'est rien, c'est beaucoup en termes de chiffres, mais c'est rien par rapport à la mission de l'État vis-à-vis de sa population. Et c'est un projet qui peut s'amortir rapidement avec ce qui peut amener en retour, parce que ce point-là permettrait à ce que, économiquement, la province puisse
participer aussi efficacement aujourd'hui et demain plutôt dans la contribution aux finances de l'État, parce que avec l'activation de ces taxes, on récupérerait près de 30 à 40% des importations sur les produits de première nécessité et qui viennent de l'importation, qui entrent par le Bas-Congo, par le Congo central, ou qui entrent par le Haut-Katanga. Donc, directement, non seulement nous allons récupérer tout cela, mais aussi ça réduirait énormément le timing d'importation. Ok. Alors, les modes de paiement, de financement de ces projets, c'était prévu comment? À l'époque, lorsque nous avons fait accepter et intégrer ça dans le programme économique du gouvernement, c'est le gouvernement qui devait financer. Mais, le gouvernement central. Le gouvernement central, parce que la province n'avait pas suffisamment de moyens. Et au-delà de cela, le gouvernement a la mission d'apporter le bonheur et la joie auprès de sa population. Et les effets induits pouvaient permettre au gouvernement de régler le problème d'extrême pauvreté dans le coin et de relancer l'activité économique. Et c'est qu'il y aurait un impact social inégalé jusqu'à ce jour. Nous allons maintenant parler de ce projet au fond, parce que tout à l'heure, vous avez essayé un peu d'épiloguer un peu de manière superficielle sur son impact sur la vie de la population et puis aussi son impact économique à la province. Maintenant, nous parlons de son impact de manière concrète. Le projet, vous l'avez conçu pour la connectivité de la province au port de Lobito, qui pourra... Et aux autre ports de tous les pays de l'Afrique australe. Ok. Ouais. Ok. Parce qu'il y a un grand port en Namibie, à Mozambique, il y a Zimbabwe, il y a Afrique du Sud. Donc, avec cette facilité qu'il y a aujourd'hui en termes de circulation, de la fluidité de circulation dans cette zone-là, cela permettra à ce que le Congolais puisse faire ses affaires partout et s'approvisionner à partir de n'importe quel port de là et amener facilement sa marchandise ou son produit d'importation à bon port. Mais aussi impacter sur les activités économiques locales d'exportation. Parce que là aussi, le Sud, presque tous les pays SADC ont un problème. Ils sont pratiquement dans les jurons du grand désert de Kalahari. Lorsqu'il y a un désert, il y a un problème en termes d'agriculture et d'alimentation. Et tout ce qu'il y a comme effort, nous pouvons bénéficier de cela en simplifiant les choses. Nous avons des terres riches et arables. Donc, l'activité économique chez nous, en termes de produits agricoles, non seulement les produits de l'agriculture ordinaire, mais surtout les produits d'agriculture pérennes qui rapportent beaucoup d'argent aux opérateurs économiques. Et si quelqu'un connaît très bien le point, partout où vous passez dans nos villages, là, vous trouvez, il y a des vieux caféiers, des palmiers à huile, des cacaoyers. Donc, c'est qu'à l'époque, tout tournait. Et donc, aujourd'hui, avec cette ouverture, il y aura un impact réel sur le plan social parce que le Congolais ou le Kassaïen n'est pas un peuple fainéant, il est un peuple travailleur. Et c'est pour cela même qu'il a tenu pendant tout ce temps avec cette asphyxie économique dont il a connu. Et aujourd'hui, avec tout ce que le président s'est fixé comme objectif pour essayer de décanter cette situation, il va remettre, tout le monde sera remis au travail. Et lorsque tu es dans la bonne agriculture et l'agriculture pérenne, c'est de l'argent. Alors, en retour, parce que nous devions bénéficier de l'importation. Exportation et importation. Alors, nous, on devait exporter quoi, par exemple, au Kasaï central? Le Kasaï central, c'est un grenier agricole. Donc, c'est à chaque opérateur économique de voir quelle est la filière agricole dans laquelle il peut s'engager, qui puisse rapporter des devises. Là, ça ne revient plus à l'État. Non, ça c'est pour les privés. Tandis que, de l'autre côté, c'est aussi une possibilité pour lancer l'industrie minière de l'espace Kasaï.
Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous parlez avec tous les investisseurs miniers, ils vous disent, je veux bien venir, mais comment je vais faire parvenir les engins lourds et les machines pour travailler? Ok. Ce qui fait que tous les frontaliers, les régions frontalières, ailleurs, là où il y a la facilité, ils sont envahis. Le Katanga est Katanga aujourd'hui parce qu'il y a la facilité d'amener les machines et le matériel d'exploitation. Et le Kivu a des problèmes. On connaît les problèmes. C'est parce qu'on peut facilement amener. L'Ituri, on peut facilement amener. Mais chez nous, comme on ne savait pas facilement amener, ça pose problème. C'est ce qui a fait ralentir l'élan du développement industriel chez nous, de l'industrie minière. Et je pense qu'avec ça, et tout ça, c'était dans l'idée qui nous a animés. Parce que pourquoi on peut vous dire que vous avez les meilleurs diamants de joaillerie au monde, mais bon, vous ne savez pas, il n'y a personne qui s'intéresse. Ce sont les exploitants artisanaux, mais ça ne rapporte pas grand-chose. Alors que les diamants de joaillerie, c'est de l'argent. C'est les bijoux à travers le monde. Oh, l'Amiba ne produit pas les diamants de joaillerie. Ça, c'est au Kassa. C'est au Kassa oriental. Et l'Amiba est sur le diamant industriel. Et nous produisons les diamants de joaillerie. Donc, à partir de l'exploitation, du décollage de l'industrie d'exploitation minière chez nous, et tout ira. Est-ce que vous savez que chez nous, il y a aussi de la cassitérite? Les gens ne le savent pas. Tous les produits autour de la zone aurifère, il y en a. Comme il y en a au Maniema, comme il y en a dans le Kivu. Et parce qu'on ne sait pas y accéder et le faire, les gens sont un peu en difficulté de le faire. Donc, nous pensons que c'est un élément déclencheur et intégrateur de notre province, dans non seulement l'économie nationale, mais aussi sur le plan international. Est-ce que le projet Kalamabouji pouvait aussi desservir d'autres provinces, à part le Kasaï central aujourd'hui? Oui, notre position, si le Kasaï est central, c'est qu'on est au centre. Et de par la facilité que nous avons, dès qu'on atteint la ville de Kananga, la ville de Kananga est traversée par les rails de la SNCC, la voie ferrée, qui part de Lubumbashi, très loin là-bas, et qui va jusqu'à Ilebo. Ouais. Donc, il y a la province de Olomami qui est là. Il y a la province de Olomami qui est à côté. Et l'autre, tu es à Monolith. Et tu es à côté. Il y a, à partir de Ilebo, il y a une partie des Bandundu qui peut s'approvisionner. Et c'est que pour arriver à Ilebo, il y a Mweka qui est à côté de pratiquement de l'autre côté, c'est la province de la Chopo, avec le territoire de Opala. Mais aussi, à partir de là, on peut remonter pour approvisionner une partie de la province de la Chopa. Et Madagascar, le sud, parce qu'il est en connexion avec le Kasaï, le central et le Kasaï oriental. Donc, nous sommes dans un circuit qui permettrait, les gens de Idiofa importeraient facilement à partir du circuit et de cette voie de Kalamambouzi ou de Moniamboulou demain lorsque tout sera très prêt. Parce qu'à partir de la ville de Kananga, il y a le train qui va faciliter le cheminement jusqu'à Ilebo. Et lorsque tu es là, tu traverses et de l'autre côté, c'est Bandundu, dans la province de Kouilo aujourd'hui. Donc, nous sommes vraiment, et sans oublier, il y a la partie de Maniema qui peut bénéficier aussi de cette voie. Au lieu de se rabattre sur Dar es Salaam et traverser tous les autres pays là, on peut directement importer par Lobito et facilement atteindre la ville de Kindu. Tu sais que lorsque tu entres par Mbushima,
Cabinda, tu es pratiquement après Cabinda. Il y a une partie du Katanga et une partie du Maniema. Donc c'est un très grand projet, c'est pour ça qu'on le considère comme un projet d'intégration économique au niveau national, et aussi qui peut nous intégrer et nous connecter au niveau du commerce international. Kananga sera un débouché pour plusieurs pays, pour plusieurs provinces aussi de la RDC. Un hub économique pour l'économie de tout l'espace Kasaï et les environs. Ça pourra permettre à d'autres investisseurs de venir s'installer chez nous. Ça va de soi, parce que ça va faciliter l'importation de tout ce qu'il y a comme matériel d'exploitation, mais aussi tout ce que les efforts de nos populations dans différents coins peuvent facilement sortir et rapporter beaucoup de devises à l'économie du pays. Et au moins, c'est un des projets qui peut, avec notre positionnement, avec la fertilité des terres, des Luisa, des Kazumba, de Kamiji et de l'autre côté, et ça ramènerait, et les débats, ça ramènerait vraiment beaucoup de produits qui va nous ramener de l'argent en les déversant sur le marché de l'Afrique australe, qui n'est qu'un marché aujourd'hui très menacé par le désert, et pour le viabiliser, exige beaucoup trop d'investissements aux exploitants agricoles qui sont en bas de chez nous. Parce que nous sommes avec vous sur le plateau, Maître Trésor Kapukungoy, vous avez été gouverneur au Kasaï occidental, aujourd'hui Kasaï central, un autre Kasaï central démembré, occidental démembré. Ok, aujourd'hui Kasaï central. Un autre projet de grande importance, peut-être ça nous allons parler en quelques minutes. Un autre projet de grande importance, c'est le Chit Katende. Ce projet, vous l'avez initié à l'époque. Bon, pas initié, mais vous avez quand même relayé. Oui. Parce que le projet Katende date de 1954. Ok. Et la conception date de 1954. Et on doit se poser beaucoup de questions. Oui, à votre époque, vous avez fait un début de travaux où vous avez promis que dans 16 mois, c'était en 2009. Et effectivement, à partir de 2009, ce projet qui n'était que projet au niveau de la conception a commencé à prendre corps et forme pour pouvoir recevoir le financement. Parce qu'au fait, il n'y avait pas des études et on ne dégageait pas l'impact réel financier et des études bancables qui pouvaient obtenir un financement. Et c'est avec nous qu'on a essayé de voir à gauche et à droite et mettre toutes les institutions dans la danse et pour produire un projet qui pouvait recevoir les financements. Parce qu'au fait, tel que nous disons, on ne donne pas du courant aux gens, on leur vend du courant. Donc c'est un business. Okay. Donc, tout ce qui est business, tout ce qui peut produire, peut être financé. Donc, il fallait, pour la province, organiser tout ce qui est organisé, comme paperasse et tout, capable d'être analysé par un financier, qui soit, il soit national ou international, ou un privé, pour qu'il accepte et concède de pouvoir apporter de l'argent pour financer. Aujourd'hui, et lorsqu'on avait fait cela, on a amené ça en Inde en 2009. Et après les discussions, les Indiens ont trouvé que tous les éléments étaient là et qu'ils pouvaient participer au financement. Et là, bon, tout était clair. Donc, sans tout cela, aujourd'hui, on ne serait nulle part. On serait nulle part. Donc, avec la bancarisation ou la bancarité du projet, avec la bancarité du projet, et avec la mise en exergue de la rentabilisation ou la rentabilité du projet, les gens ont compris. Et les financements étaient mobilisés, malheureusement, mobilisés mais pas décaissés.
Et c'est le seul problème qu'il y a. Mais j'ai appris il y a quelques mois déjà, le gouvernement de la République a dépêché une mission pour voir comment faire déclencher le mécanisme de financement de ce projet. C'est vraiment un grand projet essentiel. L'énergie électrique, c'est la vie et c'est le développement. Oui, vous l'avez piloté à votre époque, où vous avez voulu quand même qu'il y ait l'électrification de la province, mais ce qui n'a pas marché. Mais je me rappelle bien vers les années 2017-2018, il y avait, non, au début 2016, il y avait un début de travaux par une société angélique. Oui, parce que les partenaires financiers dans ce projet, il y avait le gouvernement de la République et une partie qui devait être supportée par le gouvernement indien. Il devait commencer parce que le premier mécanisme, le premier indice de déclenchement du financement était là. Malheureusement, ça a été arrêté. Et c'est ce qui a fait qu'on a commencé les travaux préparatoires du lieu pour attendre le reste. Mais déjà, à notre connaissance, on avait déclenché aussi la fabrication des turbines ou de la machinerie qui devait accompagner ce projet sur le terrain. Donc, à ce jour, je pense que tout est là et on voudrait bien voir que cela puisse se finaliser. Mais aussi, le gouvernement indien était prêt à pouvoir nous accompagner parce que le grand problème de l'Afrique, c'était l'Afrique subsaharienne, c'est le manque d'électricité. Et vous savez qu'avec le passage du président Obama au pouvoir et aux États-Unis, il a mis en place le projet Power for Africa. Donc il faut électrifier, il faut donner à l'Afrique du courant pour lui permettre de pouvoir décoller économiquement. Okay. Et les Indiens, comprenant cela, ils voulaient venir ici et en appuyant Katembe et installer un complexe industriel des productions, des fabrications des productions, des turbines électriques, et à partir d'ici, commencer à vendre à tous les pays africains qui étaient concernés dans le projet Power of Africa. Donc c'est un projet que nous devons tout faire pour faire réaliser. Sinon, on va nous l'arracher, on le voler, comme on a toujours été victime dans le temps. Merci beaucoup, Maître Trésor Kapoukou-Moy, gouverneur honoraire du Kasaï occidental démembré dans l'année 2007-2011, et puis actuellement membre du conseil d'administration de la RVA. Merci d'avoir répondu à notre invitation et merci pour l'éclairage apporté sur ce projet. C'est à moi de vous remercier pour l'intérêt que vous portez sur non seulement notre modeste personne, mais surtout pour la situation de notre province et de nos populations. Et tout cela amène à ce que vous puissiez apporter un plus en termes d'appui sur les actions concrètes que le gouvernement est en train de faire au profit de sa population. Et construire, mettre sur pied les bases d'un développement, ce n'est pas facile. Il faut y croire et il faut prendre le temps nécessaire, mais aussi mobiliser toutes les énergies. Au-delà de l'argent, il y a aussi préparer les mentales, parce que le fruit du développement, lorsqu'il est conçu, c'est différent de lorsqu'il produit les effets. Donc, les gens doivent savoir que construire une route, comme j'ai suivi avec quelques critiques, le président est allé inaugurer une route de terre battue. Même si la route doit être asphaltée, on doit commencer d'abord par la stabiliser par la terre. On ne commence pas l'asphalte le premier jour au dernier jour. Non, l'asphalte vient en finissage. Donc, aujourd'hui, en attendant qu'on puisse asphalter, on doit stabiliser. Et là, on doit mettre la terre, on doit prendre toutes les précautions, et les drainages et tout. On stabilise par la terre et après, l'asphaltage suivra. Donc, que tout le monde se mobilise et puisse accompagner avec un esprit ouvert, d'une manière positive, tout ce qui est en train d'être entrepris par le gouvernement de la République et les différentes autorités.
Merci beaucoup, mesdames et messieurs, à vous également. Merci d'avoir suivi cette émission. Votre magazine Bosso l'économie, c'est fini pour ce soir. On se retrouve prochainement avec le même plaisir. Partagez le direct, mettez-y les cœurs et on s'en va là-bas comme ça. Au revoir.